Bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk. Nous allons parler d'un festival dont vous avez déjà probablement entendu parler. Il s'agit du FESMA, le festival La Marmite, qui est organisé ici même à Lomé. Il est organisé par Jean-Paul Agboa-Ouelete, qui en est le commissaire général. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Louis. Et pour cette édition 2025, nous avons un hôte d'honneur qui est également le parrain de cette édition 2025. Il s'agit de Brice Laurent Dubois, chef et animateur TV. Bonjour. Do Benami, Louis. Merci et bienvenue sur le plateau de New World Economy. C'est un plaisir de vous recevoir parce que c'est pas tous les jours qu'on parle de cuisine sur la chaîne Économie. En parler dans un cadre festif, c'est encore mieux. Le thème de cette année, Jean-Paul, c'est Femmes, agriculture et alimentation. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Nous avons voulu rendre hommage à la femme avec un grand F. Parce que, comme vous le savez, les femmes dans nos pays, et plus particulièrement au Togo, sont au cœur de l'alimentation. Une grande partie des denrées alimentaires qui sont consommées par les ménages ou qui sont vendues sur les marchés locaux sont produites par les femmes. Et même dans nos fermes, dans nos champs, une bonne partie des céréales, le maïs, le riz, etc., qui sont produites, c'est les femmes qui sont au cœur de ces activités-là à travers la plantation des graines, le désherbage, la culture et tout ça, c'est les femmes. Mais elles ne sont pas suffisamment mises en avant. Même plus généralement, au niveau économique, leur rôle n'est pas suffisamment mis en avant. Donc, nous avons fait le choix de justement promouvoir leur image cette année en faisant le lien entre leur rôle, l'alimentation et l'agriculture. Dans mon esprit un peu tordu, je pensais que c'est parce que ce sont les femmes qui font la cuisine. Oui, dans nos ménages, oui, mais je sais que vous êtes un grand amateur de bonne chair et que vous fréquentez beaucoup de restaurants. Et assez paradoxalement, je le disais la semaine dernière sur une radio, assez paradoxalement, si à la maison, en tout cas dans les ménages, c'est la femme qui tient la cuisine, assez paradoxalement, quand vous allez au restaurant et tout ça, c'est des hommes. Donc peut-être Chef Brice va nous expliquer ce paradoxe. Démonstration sur le plateau. Alors peut-être que c'est lié à la professionnalisation en fait du métier depuis l'époque. Mais ce thème me tient à cœur, vraiment, femmes, agriculture et alimentation, parce qu'en Martinique, on dit que la femme est un poteau-mitant, donc de la famille, du foyer, c'est-à-dire le socle, vraiment. Donc c'est vrai que ça part de là pour s'inspirer de la cuisine, pour s'inspirer aussi de plein d'autres choses. Et donc, oui, moi, j'ai fait l'école hôtelière pour me former en cuisine. J'ai eu beaucoup de camarades hommes. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de femmes. Alors je ne sais pas si c'était les conditions d'apprentissage, parce que c'est vrai que c'est assez dur, hein, l'école hôtelière, comme aussi travailler en brigade dans des cuisines. Je ne dis pas que c'est trop dur pour les femmes, mais en tout cas les conditions n'étaient pas forcément peut-être agréables et ça pouvait peut-être repousser la jante féminine. Qu'est-ce qui fait la différence entre la cuisine que l'on fait pour son plaisir à la maison, en recevant des amis pour un barbecue ou pour quelque chose de plus costaud, et la cuisine que l'on fait dans un hôtel ou un restaurant? Alors déjà, on s'efforce de faire la même chose, de faire passer une émotion, c'est ça la base. Donc quand on cuisine à la maison, donc forcément on utilise des produits qu'on aime, la plupart du temps, et quand on cuisine dans un restaurant pour un événement, on essaye de s'adapter au palais des clients, aux contraintes alimentaires, aux allergies, etc., aux tendances actuelles. Mais toujours c'est faire passer une émotion, ça reste ce fil rouge là, qui reste de la maison à un événement professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qui fera la spécificité de cette 4e édition du FESMA, Jean-Paul Agboa? Déjà, la présence de notre parrain, qui nous permet de faire le lien entre justement l'Afrique et l'autre mer. Nous avons tenu à vraiment ce qu'il soit là et qui est une sorte de partage d'expérience avec les chefs locaux et puis les chefs sous-régionaux qui seront là, qui viendront du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, etc. Et puis aussi partage d'expérience avec les jeunes qui sont en formation, qui vont travailler avec les chefs dans la cuisine. Mais au-delà, nous accueillons dans le cadre du festival un forum international
où 150 jeunes venus de tout le territoire, du nord au sud et un peu partout de la sous-région, pour débattre de ce thème et discuter aussi de la question de la souveraineté alimentaire. Parce que... grand sujet après le phénomène de la Covid et toutes les restrictions. Exactement. Donc, autour de différents panels, autour de différentes tables rondes, et pendant les 5 jours du festival, ce thème sera débattu par plusieurs intervenants. Nous y avons tenu parce que le FESMA, pour nous, ce n'est pas simplement cette dimension, j'allais dire, festive, culturelle. On voulait dès le départ lui donner aussi une dimension scientifique, où il y a de la réflexion, il y a des propositions pour comment transformer notre mode d'alimentation actuel, comment faire le lien entre la santé, l'alimentation, etc. Donc ces dimensions scientifiques nous tenaient vraiment à cœur. C'est pour cela qu'avec l'ONG OADEL, nous avons tenu à organiser ce forum. D'accord. Vous êtes pour la première fois, je suppose, Brice Laurent Dubois sur le sol togolais. Tout à fait. Quelles impressions avez-vous eues en arrivant et qu'est-ce que vous avez pu découvrir pour le moment, à la fois par rapport à la population et par rapport à l'alimentation, par rapport à la cuisine de ce pays? Eh bien, à vrai dire, donc j'avais déjà été au Maroc, donc seul pays africain, mais de l'Afrique de l'Ouest, c'est la première fois, en effet, le Togo. Et très honnêtement, à l'arrivée, quand j'ai vu le sol africain de l'Ouest, en tout cas, j'ai eu les larmes qui me montaient aux yeux. J'ai l'impression que c'était la terre-mère qui me disait bienvenue chez toi. Alors, je ne sais pas jusqu'où remontent mes racines. Je ne sais pas si c'est. Vous venez de la Martinique, je crois. Oui, je suis martiniquais. Je ne sais pas si c'est Bénin, Côte d'Ivoire, etc. Mais en tout cas, je sais que c'est dans cette zone-là. En tout cas, que beaucoup de Martiniquais sont issus. Et donc voilà, j'ai eu cette vive émotion-là. Et puis, au fur et à mesure, en fait, en me mélangeant à la communauté, ben voilà, j'ai l'impression que j'avais des frères, des sœurs, des cousins, des cousines à côté de moi, et même la cuisine me parlait. C'est-à-dire en mangeant l'ablo, en mangeant un pinon ou le foutou. Voilà, ben j'avais l'impression que c'était des goûts que je connaissais déjà, alors que je les découvrais quand même. Même les plats en sauce, donc avec la sauce arachide. Voilà, ce sont des plats qui parlaient un peu à mon âme, je vais dire ça comme ça. Et comment se fait la rencontre entre le Togo et vous, entre le FESMA et vous? Eh bien, c'était grâce à Raoul, le chef Raoul, qu'on appelle Tonton Raoul, qui m'a contacté sur les réseaux sociaux, justement, avec l'accord donc de Jean-Paul. Et donc, tous les deux se sont dit, mais pourquoi pas inviter Brice pour cet événement-là. Moi, c'est un honneur vraiment de pouvoir déjà venir sur les terres de nos ancêtres, de pouvoir cuisiner avec tout un tas de chefs locaux. D'ailleurs, j'aimerais bien prendre quelques secondes, Louis, pour les citer. Oui, bien sûr. Parce qu'on a dit les chefs locaux, il y en a pas mal. Je prends mon portable parce que je ne veux pas écorcher de nom. Alors, on a chef Akpene, qui est du Togo et du Bénin également. On a Aristide Ponou, donc du Bénin. On a chef Bakary Samassa du Sénégal. Et puis au Togo, on a aussi donc Tonton Raoul, je l'ai dit tout à l'heure, qui est passionné et autodidacte du Togo. Thérèse Amona, chef Fa, Marcel Dodzi Gbafa Wona. J'espère que j'ai bien prononcé, Jean-Paul. Bruno Anselme Sanda, Christophe Amessé, chef Eddy, chef Dieudonné, Steve Ali Grégoire et chef Yannick. Donc ça fait quand même pas mal de... brochette. Une belle brochette, exactement. Pour rester dans le vocabulaire. Exactement. Ça, c'est le registre lexical. Le festival, cette année, il se tient du 6 au 10, mais il est un peu éclaté quand même parce qu'il y a eu une première partie à la campagne, le 3 déjà. Oui, c'est une activité que nous avons lancée déjà l'année dernière, parce que je rappelle le thème, enfin le slogan du FESMA, c'est de la ferme à l'assiette. Alors les 2 premières éditions se sont déroulées à Lomé, et on a estimé à l'issue des 2 éditions que l'aspect ferme n'était pas suffisamment mis en avant. On a beaucoup plutôt mis en exergue l'assiette, sans parler vraiment de la ferme. D'où l'idée qu'on a eue l'année dernière d'amener justement les citadins dont vous êtes
dans une ferme et de passer une journée, une sorte d'escapade champêtre pour découvrir les produits. Une pèlerinage même. Exactement. Pour découvrir justement les produits qui seront servis plus tard dans les assiettes et partager un peu la vie des producteurs. Exactement. Donc, et puis, parce que très souvent, ce sont les oubliés de oui, la non, chaîne. c'est les grands oubliés. Oui. On oublie qu'ils sont au début de la chaîne et si ce qui se trouve dans nos assiettes est de qualité, c'est d'abord grâce à eux. Donc c'est ce moment-là qu'on a voulu instaurer désormais pour lancer en fait le festival, donc depuis le début donc de la ferme à l'assiette. Donc c'est ce qui s'est passé dimanche dernier. On a eu presque 250 personnes qui se sont déplacées avec nous et qui, j'espère, ont passé un agréable moment. D'accord. L'ouverture de la foire se fait à Canal Olympia Godépé, pour ne pas citer. Vous allez organiser le panel inaugural, il y aura de nombreuses autres choses qui se feront, mais ce que je remarque, c'est que non seulement il y a cette dimension historique où on remonte toute la chaîne, mais il y a la valeur culturelle également qui entre, il y a la valeur scientifique. Vous voulez faire un festival tout en un? Oui. Pour nous, tout est lié. J'ai parlé tout à l'heure de la dimension festive, de la dimension scientifique, mais également la dimension culturelle de découverte. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, on organise souvent des mini-concerts où on donne l'espace à des groupes folkloriques qui viennent exprimer aussi cette dimension-là, mais aussi des mini-concerts. Vous verrez, par exemple, cette année, c'est une des spécificités. Le vendredi prochain, on organise une causerie, débat, je ne sais pas si vous le savez. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui a fait des recherches, qui publie un livre dans le cadre du festival. Et le livre constitue un peu les conclusions de ces recherches scientifiques faites avec justement des universitaires sur l'origine du reggae. Oui. Je sais que vous êtes un grand amateur de reggae aussi, sur l'origine du reggae qui serait togolaise. Oui. Donc si vous voulez en savoir plus, en tout cas débat de ce sujet, vous pouvez venir vendredi en fin de journée et cette causerie sera suivie d'un concert reggae. Donc c'est toutes ces dimensions-là qu'on souhaite mettre dans le festival pour en faire au-delà d'une rencontre, du donner, du recevoir, de la cuisine, un événement qui embrasse la culture, la fête, la réflexion, les sciences, etc. C'est ainsi que vous imaginez le festival en y venant, Monsieur Dubois? Alors pas du tout, je pensais que c'était vraiment axé sur l'aspect culinaire, mais en effet, en découvrant le programme avec Jean-Paul et Raoul, donc je vois qu'il y a l'aspect musical, culturel en effet, qui est très très riche, hein, et je suis très intrigué par cette table ronde, enfin cette discussion autour de l'origine du reggae. Voilà, donc en plus on aura ce petit live musical derrière. Mais j'en profite, Jean-Paul, pour dire qu'il y aura aussi une artiste talentueuse qui m'a accompagné jusqu'ici au Togo, qui est ma sœur, Demoiselle 10, et donc qui va aussi se produire sur la scène musicale donc du FESMA. D'accord. Je sens que le menu il est copieux. En tout cas. Et choisir de le faire sur un week-end, c'est pas trop court pour c'est pour nous donner l'envie de revenir à l'édition de presse, c'est ça? Oui, c'est vrai que on aurait pu le faire sur plusieurs jours, mais vous savez, toutes les contraintes qu'il y a par rapport aux agendas des uns et des autres, aux disponibilités des chefs, tout ça. Donc mobiliser autant de monde pendant une semaine, voire deux, c'est très très compliqué. Déjà fixer la date pour qu'elle corresponde un peu à la disponibilité des uns et des autres, c'est pas évident. Donc commençons par la semaine et puis plus tard on verra avec les prochaines éditions. Parlons des plats qui seront cuisinés. J'ai vu une recette, enfin je ne sais pas si les croquettes de macabo au sésame sauvage. J'en ai jamais entendu parler. Alors ça ce sera autour d'un atelier de cuisine qui oui. Donc c'est un atelier qui sera présenté par chef Thérèse Amona, dont parlait Brice tout à l'heure. J'avoue que je ne connais pas ce plat, mais justement l'objectif aussi des ateliers de cuisine, des masterclass, c'est de nous faire découvrir de nouvelles choses, des choses que
peut-être que certains ont connu par le passé et qui n'ont plus jamais mangé, ou de faire découvrir simplement. Donc, j'invite tout le monde à venir participer à ces ateliers de cuisine. La dernière fois, lorsqu'on était à la ferme, on a découvert ensemble, en tout cas moi, c'est la première fois que je voyais ça par exemple, c'est poulet aux Canaries. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez cette recette qui visiblement c'est une recette ancienne et très, très traditionnelle, etc. C'est on prend du poulet qu'on enterre avec du canari. Oui. On creuse un trou, on enterre le poulet, oui. Avec dans le canari on l'enterre. Oui. Et on y met des feuilles, de la paille, etc. Et on y met le feu. Et pendant 1h30, et après on sort le poulet. Je vous assure que c'est très très croquant, c'est très très succulent. Et c'était tellement bon que non, j'allais annoncer une surprise. Non, je ne vais pas l'annoncer. On venait simplement à la cérémonie d'ouverture demain et puis vous verrez la suite. C'était exceptionnel, c'est vrai. Et ça rappelle en fait des marqueurs de la cuisine ultramarine globalement. On retrouve cette cuisson à l'étouffée en Martinique, on la retrouve en Nouvelle-Calédonie, on retrouve également en Polynésie française. Donc on a cette identité culinaire-là qui est très forte et qui traverse finalement le temps. Et parce que c'est bon, et donc ça marche. Je pense que c'est le terme technique, étouffé de poulet. Oui, j'ai oublié, étouffé de poulet. Ça me rappelle également une recette que vous avez peut-être dû connaître aussi, celle du méchoui dans le désert, où on met la viande dans le sable et qu'on fait cuire à l'étouffée également, à peu près sur le même principe. Oui, c'est utiliser la chaleur résiduelle en fait. Donc on chauffe un bon coup donc des pierres, de lave ou autre, ça dépend de ce qu'on a, et on laisse la chaleur travailler, et comme ça il n'y a pas de déperdition, rien ne part dans l'air, et on a quelque chose qui est finalement concentré en goût. Oui. Même l'eau, les saveurs, les saveurs et l'eau contenue naturellement dans les aliments se concentrent et permettent une cuisson un peu vapeur sous pression. On parle beaucoup de la différence entre la cuisine des terroirs, la cuisine des fast-food, les cuisines aujourd'hui qui ne sont pas très représentatives ou qui ne sont pas en tout cas très nutritives. Est-ce que vous allez aborder ce genre de préoccupation pour parler de la cuisine qui a une valeur nutritionnelle, qui est traditionnelle, qui porte une identité, si on peut ainsi le dire, culturelle? Oui, je parlais tout à l'heure du lien entre ce que nous consommons dans notre alimentation et la santé. Donc les fast-foods, sans faire injure à qui que ce soit, ce n'est pas véritablement de la qualité. Le terme même l'indique, fast-food. Ouais, donc si vous voulez, si vous voulez vraiment profiter de nos produits qui viennent des fermes et tout ça, c'est pas dans les fast-foods que vous les retrouverez. Tout à fait. Mais alors, il l'a dit tout à l'heure, Jean-Paul. Donc pour faire un bon plat, il faut des bons produits. Donc, ça commence par la ferme. On a déjà commencé ce travail-là pour le festival. Donc, ceux qui sont venus à la journée à la ferme et qui viendront au festival auront une sorte de transition. Et on axe vraiment le festival sur aussi l'éco-responsabilité. Alors, l'éco-responsabilité, c'est quoi? C'est bien choisir ses aliments, bien choisir ses produits, ses producteurs, connaître aussi l'origine donc des produits, s'ils sont bio, etc. Aussi ne pas les gâcher, ne pas faire de gaspillage alimentaire. Donc c'est ce que nous allons tous travailler, tous les chefs présents pour les masterclass, parce qu'il y aura 2 masterclass par jour. Et également pour le dîner donc du gala, où il y a plusieurs plats. Mais qui dit plusieurs plats, dit aussi une harmonie du menu. Donc c'est-à-dire on va réduire les portions pour que tout le monde puisse manger à sa faim, certes, mais puisse aller jusqu'au bout de l'expérience. Que l'assiette ne revienne pas remplie au tiers. Voilà, tout à fait. Ce serait du gaspillage, ce serait dommage de gâcher d'aussi bons produits. Jean-Paul, quels sont les plats qu'on va découvrir, au-delà des recettes, parce qu'on pourrait en citer plusieurs, le riz en majesté, le larou, que je ne connais pas non plus. Quelles sont les recettes que vous allez nous faire découvrir, et est-ce qu'elles seront régionalisées? Est-ce que ce sera typiquement Togo, Bénin, ou il y aura un voyage également? Alors c'est un voyage, hein, le FESPA. Alors sur le site, les espaces sont divisés selon les régions. Donc vous avez, si vous voulez manger des plats de la région maritime,
Donc vous allez à l'espace région maritime, si vous voulez manger... La région maritime du Togo. Oui, du Togo. Donc vous avez des plats... Il y a 5 régions. Exactement. Vous avez les plats des 5 régions de notre pays. D'accord. Et en plus des 5 régions, vous avez donc l'espace diaspora. Oui. Vous pouvez retrouver des plats justement du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Cameroun, etc. Donc il y a ces deux. Donc c'est pas que des plats togolais, mais aussi des plats venus de la diaspora. D'accord. Et côté diaspora, qu'est-ce que vous nous proposerez? Alors qu'est-ce qu'on proposera En tant que parrain. On aura pour la masterclass une déclinaison autour de l'igname, Oui. donc en 3 textures, avec une petite surprise qui s'est glissée lors d'une discussion avec Raoul, chef Raoul. Et puis pour le gala, on garde quand même la surprise parce que c'est un menu découverte, donc on va rester sur cette intrigue. Oui. Mais en tout cas, j'utiliserai, c'est sûr, des produits locaux, des produits du Togo. D'accord. J'ai vu comment les femmes et les jeunes contribuent-ils à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Comment ils font? Ce sera le grand débat à l'ouverture du festival demain, organisé par Ouadel. Alors, comment vous amenez un sujet comme celui-là? Parce que pour vous, aujourd'hui, les jeunes et les femmes ne faisaient pas suffisamment ou ils le faisaient beaucoup, mais ce n'était pas remarqué. Bon, la population de notre pays est très jeune. Je le disais tantôt, les femmes sont au cœur de la production des denrées que nous mettons et une bonne partie de notre population est jeune. Donc, il faut que ces 2 acteurs soient au cœur de ce genre de démarche. C'est pour ça qu'avec Ouadé, on a choisi de mettre ce thème au cœur de la table ronde qui se tiendra à partir de demain. Est-ce que vous ferez des espèces de cours de cuisine pour des gens comme moi qui aiment beaucoup manger mais qui ne sont pas toujours très habiles en cuisine? Oui, alors j'en parlais à l'instant, les masterclass. Oui. Donc on ne sera pas sur un format atelier culinaire où tout le monde va participer. La masterclass c'est vraiment une démonstration culinaire, mais tout le monde pourra goûter. D'accord. Donc vous êtes bienvenus. Je viendrai, ça c'est certain. Quelles sont les conditions d'accès d'ailleurs, Jean-Paul? Alors l'accès est libre et gratuit, Oui. comme on le fait depuis la première édition. Il y a juste 2 activités dont l'accès est payant, c'est donc le concert reggae dont on parlait tout à l'heure, et puis la soirée gastronomique prévue samedi, où véritablement on attend des chefs leur créativité pour faire vibrer les papilles. Donc ce n'est que ces 2 activités qui sont payantes. Pour le reste, les masterclass, les autres concerts, les conférences, les tables rondes, tout ça, l'accès est libre et gratuit. Je crois savoir que tout le programme est disponible à l'adresse sur le site internet du Tout à festival, festivallamarmite.com avec un seul L. Hein. C'est ça. Voilà. Et sur nos réseaux sociaux. D'accord, et sur les réseaux sociaux également. Festival, FESMA, Festival La Marmite. Oui. Il y a un autre événement qui a retenu mon attention, parce que quand on mange, il faut bien boire à un certain moment. Et j'ai vu qu'il y a le lancement de la confrérie du Sodabi. Qu'est-ce que c'est que le Sodabi déjà? Alors, c'est une boisson locale, hein, c'est, j'allais dire, une vieille boisson qui, durant plusieurs années, jusqu'à un passé pas si lointain que ça, avait plutôt une mauvaise image. Je pense même que, je pense pas, je suis certain que c'était même interdit. Oui. C'était même interdit jusque dans les années 90. C'était interdit. C'est Et la distillé à consommation, combien de degrés? je pense que c'est 90 ou... D'accord. Bon, je ne suis pas un vrai spécialiste. Donc c'était interdit. Et ceux qui en consommaient se cachaient. En fait, c'était la boisson de la honte presque. D'accord. Jusqu'en 90, ça a été C'était la période de la libéralisé. prohibition à la Exactement, exactement. La période de la prohibition. Oui. Et puis, ça s'est, j'allais dire, démocratisé, libéralisé à partir des années 90. Et de plus en plus, ça a quitté, j'allais dire, peut-être les fermes, les ghettos, pour venir un peu en ville. Et très récemment, lorsque vous allez, y compris dans des bars, on va dire, modernes ou plutôt cosy, le Sodabi commence à s'installer. Oui. Donc, ce que des amis à moi, en fait, c'est pas moi qui lance cette initiative, c'est des amis à moi qui ont réussi d'ailleurs à imposer cette boisson dans des lieux plutôt considérés comme des lieux de catégorie, j'allais dire professionnelle supérieure, etc. Oui. Donc Cadre supérieur aujourd'hui, et plus. exactement. Oui. Donc aujourd'hui, cette boisson, c'est cette
plus ou moins imposé. Et donc l'idée de ses amis, avec qui j'ai parlé, qui ont souhaité lancer cette association ou cette confrérie dans le cadre du FESMA, c'est justement de continuer à valoriser l'image de cette boisson et à en promouvoir la consommation et à renforcer l'idée que c'est... Avec modération, bien sûr. Oui, avec modération, bien sûr. Et l'idée que on n'est plus à l'époque des années 80, que ce n'est plus une boisson de la honte, qu'on peut en consommer. C'est même aujourd'hui travaillé, retravaillé et vendu dans des boutiques, y compris en Occident. Comment est fabriqué le sodabi? Parce que quand on entend sodabi, on ne sait pas à base de quoi c'est fait. On sait qu'il y a une distillation, il y a un processus, mais quelle est la matière de base? Quelle est la matière première? C'est à partir de vin de palme, en fait, que c'est fait. Vous connaissez le sodabi? Oui, j'ai goûté il y a 2-3 jours. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Après, j'aurais bien cuisiné avec. Parce que c'est vrai que tout comme on peut consommer du rhum... un masterclass la dernière fois avec... L'année dernière, l'édition précédente. À la fin. D'accord, ah oui, vous avez fait. Ah, je m'en étais pas rendu compte, parce que c'est vrai que l'alcool s'évapore une fois qu'on cuisine avec ce type d'éléments, mais oui, j'y ai goûté. Mais on se rend compte en fait que Louis, le FESMA, en plus de sa dimension ludique et aussi culturelle, permet de se réapproprier donc des recettes traditionnelles, des boissons justement oubliées, et notamment par exemple, je repense à la ferme au joli gâteau. Alors j'en ai parlé à des invités, des visiteurs qui étaient là, ils ont dit « Ah, mais ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas mangé ça ». Comme quoi c'était une sorte de Madeleine de Proust pour eux. D'accord. Et donc le FESMA permet ça. D'accord. Et quand vous comparez le sodabi au rhum, par exemple, quelles sont vos conclusions? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, le produit de base n'est pas le même. Donc, c'est la canne à sucre pour canne à sucre pour le rhum. Ouais. Donc après, on peut travailler différemment. Il faut juste s'adapter en cuisine. Et vous pensez que ça pourrait avoir un destin identique à celui du rhum, c'est-à-dire être exporté, et qu'on ait des phénomènes liés à lui, comme la route du rhum et autres, qu'on pourrait organiser autour du sodabi? Ben, pourquoi pas, si le peuple togolais est ambassadeur de la boisson et fait traverser sa réputation, traverse les frontières. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un travail d'unité, je pense. Le sodabi, ça traverse déjà les frontières. C'est consommé au Ghana, au Bénin, et en Côte d'Ivoire, mais sous d'autres appellations. D'accord. Et aujourd'hui, quand il lance une confrérie comme celle-là, je ne veux pas rentrer dans le secret, je suppose que vous ne le savez pas non plus, mais quelles sont les conditions d'accès? Alors, ils vont donner plus de détails lors du lancement officiel vendredi, mais pour ce que j'en sais, il faut juste aimer cette boisson locale et être motivé par l'envie de la promouvoir. Tout simplement, donc c'est pas très compliqué. L'idée aussi, je pense que vous connaissez, c'est un peu faire ce que les compagnons du Beaujolais, tout ça, font pour que chaque année, à une date choisie à l'avance, ils organisent plusieurs activités, plusieurs événements autour du sorabi qui sera décliné de façon plurielle. D'accord. C'est le moment de nous séparer, hein. Déjà. Un mot de fin, oui. Les bonnes choses. Je laisserai Jean-Paul. Malheureusement, je ne sais pas si le chef Brice Laurent Dubois a quelque chose à dire à nos téléspectateurs qui vont probablement le découvrir pendant ce festival, ce FESMA. On attend tout le monde du 6 au 10 août, donc dans le cadre du FESMA, pour découvrir à nouveau, redécouvrir des produits que vous avez peut-être oubliés, des aliments, aussi une ambiance en fait. C'est une ambiance, une expérience qu'on propose à tout le monde. Et je vais finir sur une citation que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, c'est celle de Théodore Zeldin, qui dit que la gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Alors c'est ce que nous allons faire, Jean-Paul, Raoul, tous les chefs et moi-même. D'accord. Ton mot de la fin, Jean-Paul? Alors ce sera d'inviter tous ceux qui sont présents sur le territoire, ou ceux qui seront présents entre le 6 et le 10, de faire un tour à Canal Olympia pour un moment de fête, un moment d'ambiance et surtout un moment de partage, un moment de découverte autour des saveurs africaines, autour de la valorisation
de la cuisine africaine à travers nos produits qui sont d'abord des produits de qualité. Donc du 6 au 10 août à Canal Olympia. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que le thème parle de lui-même, femmes, agriculture et alimentation. C'est le thème de ce festival La Marmite, qui en est à sa 4e édition. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet officiel du festival, festivallamarmite.com, et sur les réseaux sociaux relatifs à ce festival, et que vous pourrez découvrir notamment à travers le site internet également. Merci d'être venu, Jean-Paul. Merci Louis de nous avoir invités. Merci Louis. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À bientôt.